Ces images vont faire le tour du monde. Hitler vient de mettre à genoux l'Europe. À ses côtés, Hermann Göring, son dauphin, l'homme le plus puissant du Troisième Reich, le maître de l'aviation allemande, qu'on surnomme l'homme de fer. Göring, c'est le grand Manitou, c'est l'homme grâce à qui Hitler est arrivé au pouvoir. Féroce et ambitieux, cet ancien as de l'aviation de la Grande Guerre est depuis toujours l'homme de main et le conseiller le plus proche d'Hitler. Il voyait en Hitler le sauveur de l'Allemagne. Ces deux hommes ont lié leur destin, pour le meilleur et pour le pire. En récompense de sa fidélité, son ascension sera vertigineuse. Pour le dire clairement, Göring est le dilettante universel qui est partout au sommet de la hiérarchie. Jouisseur et richissime, nourrissant une passion criminelle pour l'art, très populaire, il détonne dans la masse grise des ombres d'Hitler. C'est la face souriante du Troisième Reich. Il était très théâtral et excentrique. Le grand paradoxe, c'est qu'il entre à reculons dans la Seconde Guerre mondiale. Dès lors, il va multiplier les erreurs dans des batailles qui changeront le cours de l'histoire jusqu'à la chute de l'Allemagne nazie. Göring a en fait construit une Luftwaffe qui est un colosse aux pieds d'argile. C'est un maréchal d'opérette. Totalement soumis à Hitler, drogué, il est pourtant l'un des dirigeants nazis les plus lucides. Pourquoi un homme intelligent et ambitieux comme Göring suivrait et continuerait à suivre Hitler? Du sommet du pouvoir à une fin sordide, qui était vraiment Hermann Göring? « 7 mai 1945. Le Troisième Reich vient de s'effondrer. Après avoir mis le feu au monde, Hitler s'est suicidé. Dans le chaos de la défaite allemande, les Alliés sont à la recherche des hauts dignitaires nazis en fuite. Surtout le numéro 2 officiel d'Hitler, Hermann Göring. Sa capture était très importante parce qu'il avait une multitude de titres en Allemagne, notamment commandant en chef de l'aviation militaire, maréchal du Reich. De plus, il était aux côtés d'Hitler depuis de nombreuses années et il était un des membres les plus anciens du parti nazi. Donc c'était un très gros poisson à attraper. L'Allemagne capitule le 8 mai. Le même jour, Göring préfère se rendre aux Américains plutôt que de tomber aux mains des Soviétiques. Alors Göring, très curieusement, avait un tel ego qu'il était persuadé qu'il allait s'en sortir. Il croyait qu'en tant que Reichsmarschall du Troisième Reich, il rencontrerait le commandant en chef des Alliés et il lui parlerait les yeux dans les yeux, d'égal à égal, à l'ancienne, comme ça se faisait au XVIIIe siècle. Quand il se rend, il demande à voir Eisenhower pour négocier. Bon, Eisenhower vient de visiter un camp de concentration, il n'est pas du tout d'humeur à traiter avec qui que ce soit, bouclez-le. Il ne cessait de répéter qu'il ne se voyait pas comme un criminel. Il se voyait comme un chef d'État. Contrairement à ce qu'il croyait, il va être l'accusé numéro 1 du procès de Nuremberg, où avec 21 autres grands responsables du Troisième Reich, il va être jugé pour complot, crime contre la paix, crime de guerre et crime contre l'humanité. Les Américains qui administraient la prison estimaient qu'un expert en psychiatrie devait venir pour vérifier si ces hommes étaient mentalement aptes à supporter un procès, s'ils étaient sains d'esprit ou pas. C'est un psychiatre de l'armée américaine, le major Douglas Kelley, qui va être chargé d'évaluer la santé mentale des accusés. Mais quand le docteur Kelley arriva, il mit au point un plan beaucoup plus vaste pour le temps qu'il avait à passer là-bas, parce qu'il avait sous la main les pires criminels du siècle, tous réunis au même endroit. Il allait étudier ces hommes pour voir s'ils partageaient la même maladie.
Surtout Göring. Comment un homme avec tant de talent, une telle confiance et une telle estime de soi pouvait commettre ces crimes terribles? Né en Bavière, à la fin du XIXe siècle, dans une famille bourgeoise, Göring suit dès son adolescence une formation de cadet qu'il achève brillamment à l'Académie militaire de Berlin, là où sont formés les futurs officiers de l'armée impériale. Il est doué. À l'Académie militaire, on signale que c'est quelqu'un qui n'a pas peur, ce qui est quand même pratique pour un militaire de ne pas avoir peur. C'est un peu une tête brûlée, hein. Il est prêt à courir des risques considérables, il a un très bon coup d'œil, et tout ça fait qu'il va être un bon militaire. Göring a 21 ans quand la Première Guerre mondiale éclate. Il est enthousiaste. Lui qui rêve de gloire et de décoration va enfin pouvoir devenir un héros pour Dieu, le Kaiser et la patrie. Au début de la guerre, Göring était un simple soldat dans l'infanterie. En 1915, il suit une formation d'observateur de bord et commence ainsi dans l'aviation. Pour la première fois dans l'histoire de la guerre, l'aviation est utilisée massivement pour repérer les positions de l'ennemi ou le bombarder. Göring devient un pilote de chasse mobilisé sur le front, des Flandres jusqu'aux Vosges. Pendant que d'immenses armées s'enterrent dans les tranchées, il affronte l'ennemi à 600 mètres d'altitude. Il collectionne les victoires. À l'été 1918, il a déjà abattu 22 avions ennemis. Il devient un as de l'aviation. Il a une très bonne coordination entre l'œil, les mains et le pied. Et surtout, il n'a pas le vertige, très utile aussi pour un pilote. En juillet 1918, Göring prend la tête de la plus fameuse des escadrilles allemandes, celle du Baron Rouge, l'as des as Manfred von Richthofen, 80 victoires, qui vient d'être abattu par les Australiens. Il a fait toute sa carrière pendant la guerre comme officier. À la fin, c'est un héros de guerre très connu en Allemagne. Et à l'époque, les pilotes de chasse étaient des célébrités. À l'été 1918, le cours de la guerre bascule. Grâce à l'utilisation des chars appuyés par les avions et l'aide massive des Américains, les Alliés l'emportent enfin. Le 11 novembre, la nouvelle République allemande signe l'armistice. 8 mois plus tard, le traité de Versailles est signé. Pour l'Allemagne, c'est une humiliation. Elle perd des territoires entiers, son armée est réduite à néant, l'aviation est interdite. Surtout, elle est dénoncée comme responsable de la guerre. Dans ce sens, l'effondrement de l'Allemagne et surtout l'interdiction de l'aviation pour le Reich ont marqué une rupture pour Göring, car cela signifiait la fin de son ascension et de sa brillante carrière. Il est donc parti à l'étranger, d'abord au Danemark et puis après en Suède, pour commencer une nouvelle carrière de pilote employé dans le civil. Donc tout ça aurait été très bien si, en 1922, il n'avait pas rencontré Adolf Hitler. Sur fond de misère générale, la République de Weimar est déchirée par les mouvements révolutionnaires d'extrême gauche et les corps francs d'extrême droite. Tous veulent la renverser par un coup d'État. Pour Göring, Hitler est la solution. Il vient à une des premières grandes conférences d'Hitler, il est subjugué. Hitler promet le renouveau de l'Allemagne, il met la défaite sur le compte des Juifs, des francs-maçons, des bolcheviks, etc. Ils ont été très tôt fascinés l'un par l'autre. C'était idéal pour Hitler. Il avait un héros de guerre très décoré qui se présentait à lui comme un disciple. Et d'un autre côté, Göring avait trouvé en Hitler quelqu'un qui lui donnait de nouvelles ambitions pour son avenir
en lui offrant une perspective politique. Parce que le parti nazi était petit, Göring pensait qu'il pourrait parvenir au sommet rapidement. Après 10 ans de violence et d'intrigue, Hitler est nommé chancelier le 30 janvier 1933. Deux ans plus tard, il est le maître absolu. L'Allemagne est devenue une dictature totalitaire. L'homme qui lui a permis d'obtenir le pouvoir, c'est Hermann Göring. Il est pour Hitler un agent polyvalent qui lui permet d'entrer en contact avec la grande bourgeoisie. Göring se fait des relations dans tout le monde industriel et c'est lui qui les amène à verser des fortunes dans les coffres d'Hitler. D'un autre côté, il a envoyé sans pitié tous ses ennemis, les adversaires du régime, les opposants politiques comme les communistes, dans les camps de concentration, qu'il a d'ailleurs créés. Dès l'accession d'Hitler au pouvoir, Göring s'empresse de créer la Gestapo, la police secrète d'État. Les premiers camps de concentration ouvrent à Papenburg et Oranienburg. C'est un requin. Alors évidemment, on ne peut pas reprocher à un requin de vouloir bouffer les nageurs, mais enfin, on était quand même en plein XXe siècle. Hein. Le spadassin. Le spadassin, c'est ça. Il me fait obstacle, je l'embroche. Le grand paradoxe, c'est que malgré sa férocité, Göring est la personnalité la plus populaire du Troisième Reich, ce qui sert encore Hitler. Il est extrêmement populaire en Allemagne. C'est le trait d'union avec la population. La population n'aime pas les dirigeants. Ce sont des gens sombres. Goebbels, Himmler, évidemment, c'est le repoussoir. Et là, vous avez ce gros, entre 127 et 135 kilos, quand même, un homme de poids. Hein. Il se bourre, il s'empiffre, qui fait des blagues tout le temps. C'est la face souriante du Troisième Reich. Reconnaissant pour son efficacité et sûr de sa loyauté, Hitler a fait de Göring son dauphin, l'homme le plus puissant et le plus riche d'Allemagne. Après la prise du pouvoir, Göring devient le Premier ministre de Prusse, le plus grand État du Reich. Il est aussi nommé chef de la Luftwaffe et met sur pied l'armée de l'air allemande. In jedem einzelnen Volksgenossen den Willen zum restlosen Aufgehen in der Gemeinschaft bis zur Selbstaufopferung zu entfachen und zu bewahren. Avec ses 2000 pièces, ses 7 km de couloirs et ses 56 000 mètres carrés de surface, l'équivalent de 8 stades de football, le ministère de l'Air qu'il a fait construire à Berlin est le plus grand du monde, tout en verre, en marbre et en béton, avec des rampes forgées dans le métal des avions. Pour Göring, le bâtiment est à l'image de sa puissance, démesurée. Depuis 1936, il est responsable du plan de 4 ans. Hitler avait exigé que le Reich soit prêt pour la guerre en 1940 et il avait chargé Göring de mettre cela en œuvre. Göring oriente radicalement l'économie allemande vers le réarmement et l'autarcie. En 3 ans, les cadences de production d'avions doublent. Le budget du réarmement est multiplié par 5. Le chômage est divisé par 10. En 1938, obsédé par la conquête de l'espace vital à l'Est, Hitler viole les traités internationaux et multiplie les coups de force. D'abord en Autriche, puis en Tchécoslovaquie. La Grande-Bretagne et la France ferment les yeux. Tout ça, c'est la terreur qu'inspirait l'aviation de Göring. En gros, entre 1935 et 1938, l'aviation allemande, c'est pratiquement rien. Et Göring s'est débrouillé pour que ça paraisse quelque chose de redoutable. Et qui d'ailleurs impressionne à tel point le chef d'état-major français de l'armée de l'air, le général Villemain, qui se rend en 1938 en Allemagne, et où Göring lui fait démonstration de sa toute-puissance, Villemain revient effondré. Il dit, s'il y a une guerre demain, on est battu en 15 jours.
Pour Hitler, l'étape suivante est claire. Envahir la Pologne et récupérer les territoires perdus après la Première Guerre mondiale. Mais après l'occupation de la Tchéquie et la partition de la Tchécoslovaquie en deux États, on atteint un point de non-retour au printemps 1939, parce que la Grande-Bretagne avait émis une déclaration de garantie pour la Pologne. Et pour Göring, il est évident que toute modification territoriale supplémentaire mènera avec certitude à la guerre. Une catastrophe pour Göring. Lui qui est chargé de la planification, de l'industrie de guerre et de l'armement, sait que l'Allemagne n'est pas prête à mener une guerre longue. Pour Göring, comme pour quelques autres, c'était clair qu'on allait droit à une guerre mondiale et que dans ce cas, l'Allemagne, vu sa position géographique, serait tout simplement dépassée, à la fois en termes de ressources industrielles et en termes de moyens humains. Ça se terminera forcément par un désastre, une catastrophe. Göring est pris à son propre piège. En coulisses, le puissant chef de la Luftwaffe fait tout pour éviter la guerre. Tout au long de l'été 1939 et jusqu'au dernier moment, Göring tente plusieurs fois d'utiliser ses contacts avec la Grande-Bretagne pour éviter une confrontation armée. En parallèle, il essaie encore et encore de suggérer à Hitler, politiquement, il y a des alternatives. Mais en même temps, il a peur de se faire traiter de mauviette. Ce que Hitler fait d'ailleurs. Ne fais pas ta femmelette. Et à un moment donné, Göring dit à Hitler, « Maintenant, il faut arrêter de jouer son va-tout. » Et Hitler lui réplique, « Toute ma vie, j'ai toujours joué mon va-tout. » 1er septembre 1939. L'Allemagne envahit la Pologne. C'est la première opération de la Luftwaffe à grande échelle. Son rôle sera décisif. Before the invasion was 30 minutes old, the planes of the Luftwaffe were over Poland, wiping out the Polish Air Force. Most of it caught flat-footed on the ground. Dès que la Luftwaffe fait ses preuves comme arme, elle est toujours le soutien nécessaire pour protéger la progression des blindés. La Luftwaffe a joué un rôle important dans la défaite rapide de la Pologne. La Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Contrairement aux craintes de Göring, elle ne bouge pas. La percée des blindés de la Wehrmacht est foudroyante. Il faut comprendre que Göring, comme tous les aviateurs, voulait imposer son armée de l'air face à l'armée de terre. C'est-à-dire qu'il voulait montrer que les armées de l'air, c'est mieux, ça suffit et que c'est plus puissant. L'occasion idéale, c'est Varsovie, le dernier bastion de résistance polonaise. Göring ordonne alors de la soumettre à un immense raid de bombardement pour lui porter le coup de grâce. Le bombardement de Varsovie a été quelque chose qui a bouleversé à la fois la population polonaise, la population internationale. Et puis est venu un moment où, de toute façon, l'expertise des pilotes allemands de la Luftwaffe s'est imposée. Et fondamentalement, l'armée polonaise était loin d'avoir les moyens de pouvoir résister à la Wehrmacht. Après 3 jours de bombardements incessants, Varsovie se rend. Pour Göring, c'est une victoire personnelle éclatante, dont il compte bien tirer profit. La campagne de Pologne a été pour Göring une extraordinaire satisfaction des potentialités de la Luftwaffe, même s'il a surjoué. Parce qu'il faut quand même savoir que les Allemands vont perdre 25% de leurs appareils. Il veut mettre la Luftwaffe en valeur. Il fait ça très bien. On présente à un large public une image déformée parce que ce sont les forces terrestres qui ont joué le rôle principal, plus que la Luftwaffe. Mais en gros, l'impression que la population a grâce à toutes sortes de films, c'est que c'est cette Luftwaffe ultramoderne qui a été l'arme décisive de la bataille. Et comme chef de la Luftwaffe, Göring est évidemment mis au premier plan.
La réalité, c'est qu'il n'est pas un stratège militaire et qu'il ne comprend rien aux opérations de grande envergure. Göring lui-même, c'est un chef de guerre de propagande. Au fond, Göring se limite à jouer le rôle de commandant en chef, le responsable de la Luftwaffe qui apparaît en public aux côtés d'Hitler. Mais la vraie mise en œuvre, ce n'est pas son affaire, c'est celle de ses collaborateurs. Sur les opérations lui-même, il fait semblant en fait. C'est un maréchal d'opérette. Le 10 mai, à l'aube, Hitler attaque à l'ouest. Près de 3000 avions allemands envahissent le ciel des Pays-Bas, de la Belgique et de la France. Malgré la résistance acharnée des Alliés, l'avancée des Panzers, appuyée par la Luftwaffe, est fulgurante. Seulement 14 jours leur suffisent pour encercler l'armée alliée en pleine retraite à Dunkerque. Près d'un demi-million de soldats sont pris au piège. Il faut que l'on puisse dire que l'homme qui a effacé le corps expéditionnaire britannique et les Français à Dunkerque, c'est Göring et sa Luftwaffe. Göring se précipite chez Hitler et lui dit « ça c'est une affaire pour la Luftwaffe ». Il lui certifie qu'il peut faire ça à lui tout seul, qu'il va envoyer ses avions et qu'il ne restera plus rien. Eh bien d'accord. Göring l'emporte. Hitler ordonne l'arrêt des blindés le 24 mai. Le même jour, les avions de la Luftwaffe décollent pour Dunkerque. Une des premières choses qu'ils bombardent, ce sont les réserves d'essence. Et donc ça fait un gigantesque nuage de fumée au-dessus de Dunkerque et des plages. Et le résultat, c'est que la Luftwaffe ne voit plus rien. Churchill fait appel à des milliers de petites embarcations. Comment voulez-vous que des avions puissent couler des milliers de petites embarcations? Il aurait fallu des milliers de torpilles qu'il n'avait pas. The rescue operations go on for a week. 1,000 and more vessels defying the Luftwaffe. Et puis en plus, les plages de rembarquement, c'est du sable, et que les bombes dans le sable, c'est très inefficace. Rien de tout ça n'avait été calculé. Göring n'y connaît rien. Et donc c'est grâce ou à cause, ça dépend de quel côté on se place, de lui que le rembarquement est possible. Plus de 300 000 soldats alliés parviennent à rejoindre l'Angleterre. Pour Göring, c'est un premier échec cuisant, qu'il traite par le mépris. Tout ça s'est passé inaperçu. Bon, ils sont rembarqués, évidemment, les Anglais, mais ils ont tout laissé sur place. Ils ont laissé leurs chars, leur armement lourd. L'Angleterre, au mois de juillet, elle est pratiquement désarmée. Cette victoire, eh bien, elle s'est faite beaucoup plus durement que Göring a bien voulu le reconnaître. Les Allemands, quand même, ont perdu 800 appareils, donc c'est énorme. Mais le résultat était celui que Hitler voulait, c'est-à-dire la France était à genoux. Français, j'ai demandé à nos adversaires de mettre fin aux hostilités. J'ai pris cette décision dure au cœur d'un soldat, parce que la situation militaire l'imposait. Le 22 juin, la France de Pétain signe l'armistice à Rotonde. Ce jour-là, Göring s'affiche aux côtés d'Hitler. Cette victoire, c'est aussi la sienne. En récompense, et malgré son incompétence, Hitler le nomme Reichsmarschall, le plus haut grade de l'armée allemande. Il est au sommet de sa gloire, bien entendu, parce que Reichsmarschall, c'est quand même une distinction, il n'y en avait pas eu d'autre. À cette occasion, il reçoit un bâton de maréchal en ivoire, incrusté d'aigles en or massif, de croix gammées en platine et de 640 diamants. Il obtient aussi une nouvelle médaille, lui qui en a déjà 118 et ne peut toutes les porter.
C'est quelque chose qu'Hitler cherche à mettre au clair. C'est mon conseiller le plus proche, c'est mon homme de main le plus proche, c'est, si vous voulez, le deuxième homme du Reich. Après la campagne de France, les nazis occupent Paris. Göring peut enfin jouir des plaisirs de la ville lumière. Il va passer dans les grands restaurants. Il va faire les bijouteries aussi. C'est quelqu'un qui adore les diamants, c'est ce qui brille. Mais ce qui le passionne le plus, ce sont les œuvres d'art qu'il collectionne comme un ogre. Il voulait avoir les grands noms de la peinture européenne. C'est quelqu'un qui est un collectionneur éclairé, il s'imaginait comme un Médicis. Göring a été un extraordinaire pilleur avant tout. Göring réquisitionne auprès de familles juives persécutées des collections entières de grands maîtres, comme au château des Rothschild, situé à Ferrières-en-Brie, à une vingtaine de kilomètres à l'est de Paris. Alors cette photographie qui montre le pillage du château de Ferrières est exceptionnelle. C'est le seul exemple qu'on a du décrochage, du déménagement des œuvres d'art dans une demeure de prestige. L'idéologie nazie considérait que les Juifs ne pouvaient pas être des créateurs, que tout ce qui avait été acquis par des Juifs l'avait été de façon parasitaire et qui n'était pas digne de posséder ces trésors. Donc ce pillage, c'est simplement la poursuite du projet nazi. Les œuvres d'art volées sont ensuite apportées à Paris, au musée du Jeu de Paume. On lui prépare une exposition particulière des dernières œuvres d'art saisies, et Göring passe à toute vitesse. Il visite l'exposition au pas de course, et puis il montre des tableaux, il dit c'est celui-là, 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 et immédiatement on les décroche, et on va les emporter dans son train spécial qui va les rapporter en Allemagne. L'état-major général de la Luftwaffe pour le front de l'Ouest prend ses quartiers sous les ors du Sénat à Paris. Parfaitement à l'aise dans ce décor somptueux, Göring y a aussi ses bureaux. Là, ses officiers préparent la bataille qui doit faire plier l'Angleterre, désormais la seule à résister à Hitler. La devise d'Hitler, c'était « Sur terre, je suis un héros, sur mer, je suis un lâche ». Et donc, un bras de mer, ça lui faisait peur. Göring, devant Hitler, il se vante. Il dit « Mais laissez-moi faire l'invasion de l'Angleterre, avec ma Luftwaffe, on va tout écraser, et il n'y aura plus qu'à occuper ». L'offensive allemande commence par viser la navigation anglaise dans la Manche pour attirer les chasseurs britanniques au combat. C'est un demi-échec. Alors, Göring décide de passer à un plan plus ambitieux. En fait, l'idée de Göring, c'est de préparer un débarquement en usant l'adversaire, en détruisant ses axes de communication, en s'attaquant à ses dépôts de munitions, etc. Donc de préparer le terrain. C'est l'attaque de l'Aigle. Frapper le cœur de la Royal Air Force en détruisant les aérodromes, les usines aéronautiques et les chasseurs anglais. Sûr de lui, Göring déclare début août « Nous pouvons garantir au Führer que l'invasion aura lieu dans un mois ». Or, c'est une guerre qu'il ne connaît pas. C'est un bon pilote, c'est même à la limite un bon chef d'escadrille de 1918, mais il est totalement inadapté à la guerre de 40. Il dit aux pilotes ce qu'ils doivent faire, sauf que ce qu'il leur raconte, c'est son expérience de pilote de 1918. Il leur dit par exemple, il ne faut pas paniquer quand vous entendez un Spitfire derrière vous. Et là, les pilotes sont terrorisés parce qu'ils savent très bien que quand on est dans l'habitacle d'un Messerschmitt, on n'entend même pas le bruit de ses propres mitrailleuses. À l'étonnement général, Göring et la Luftwaffe n'atteignent pas leurs objectifs. Les pertes allemandes sont énormes. Comment en est-on arrivé là? Les Britanniques ont été les premiers à développer des systèmes de radar. Et ces systèmes de détection permettaient
de repérer les appareils allemands dès qu'ils abordaient les côtes françaises, ce que Göring n'avait absolument pas envisagé. Les radars ne sont pas le seul atout des Britanniques. L'armée allemande utilise pour crypter ses plans d'attaque la redoutable machine Enigma. Or, dans le plus grand secret, les services de renseignements anglais ont réussi à la décoder. Et puis, et là, Göring est hautement responsable, mais il ne s'en aperçoit pas, c'est que Göring communique tous les plans d'opération sur l'Angleterre par radio. C'est capté, les Anglais savent d'où partent les avions, combien il y en a et quelle est leur direction générale. Tout bascule le 24 août 1940. Un avion allemand lâche par erreur ses bombes sur Londres. En représailles, Churchill ordonne dès le lendemain de bombarder Berlin. Et là, début de septembre, Hitler perd patience. Et dit, c'est comme ça, eh bien, nous allons raser leurs grandes villes, ils vont voir, etc. Bombardement de terreur. Le Blitz commence. En bombardant les civils, l'objectif d'Hitler est de briser le moral anglais. En privé, Göring désapprouve ce changement de stratégie. Son rapport avec Hitler a fait que, lorsqu'Hitler a pesé et qu'il faisait des choix erronés, Göring entérinait. Mais il dit c'est idiot. Il dit lui-même à ses officiers, est-ce que si on bombardait Berlin, vous rendriez? Et ils disent, oh bon non, jamais, pas question. Eh bien, là, ça va être pareil, on va bombarder Londres, jamais ils ne se rendront, jamais. Comme l'avait prévu Göring, les Britanniques tiennent bon, malgré des bombardements terribles qui feront plus de 40 000 morts. Profitant du changement de stratégie de la Luftwaffe, la Royal Air Force se réorganise et sa production d'avions repart. L'Angleterre prend désormais l'ascendant. La Luftwaffe pouvait soutenir l'armée de terre quand il s'agissait de se battre contre des adversaires limités. Mais elle ne suffisait plus quand, dans le cas de la Grande-Bretagne, quand l'État avec qui elle entrait en guerre était situé à une distance nettement supérieure au rayon d'action de ses avions. Göring, pour satisfaire les désirs d'Hitler, a fait construire des appareils rapides, véloces, mais qui n'avaient pas ce qu'on appelle une allonge suffisante pour pouvoir parcourir suffisamment de distance. On n'a que des bimoteurs, on n'a pas de quadrimoteur, donc l'emport de bombe n'est pas suffisant, le rayon d'action n'est pas suffisant, c'est pas adapté. Début octobre, Hitler abandonne l'idée d'un débarquement sur les plages anglaises. C'est le premier échec, mais comme toujours, c'est Göring, et il se dépêche d'en rendre coupables les autres. Les autres, c'est à la fois ses subordonnés, c'est les pilotes qui n'ont pas été assez vaillants, c'est tout sauf lui en fait. The Battle of Britain was won, but not by Hitler. Hitler had lost the battle. He had lost 2,375 German planes and their crews. For the first time, it was the Germans who ate the bitter dirt of defeat. Pour oublier cet échec, Göring prend 2 mois de vacances et part dans son palais de Karinhal, à 60 km au nord de Berlin, dans la plus grande forêt d'Europe centrale, la Schorfheide. Avec ses pièces immenses et des lionceaux parfumés qui jouent dans le jardin, Karinhal est la demeure la plus extravagante des hauts dignitaires nazis. Un havre de paix en pleine guerre mondiale. La vie de famille et la vie privée étaient pour Göring un refuge. Là, il se consacrait à la jouissance de ses trésors artistiques et aussi à sa fille et à sa femme. Son épouse, Amy Zonman, était une ancienne actrice de théâtre qu'il avait épousée en 1935. Avec pour décor la cathédrale de Berlin, Hitler pour témoin, une escorte de 30 000 soldats, on avait l'impression qu'un empereur se mariait, comme l'écrit alors un journaliste américain.
Elle avait une bonne nature. Elle était naïve, ne s'intéressait absolument pas à la politique. Elle a simplement aimé Hermann Göring vraiment très très fort. Ils s'étaient trouvés. 3 ans après leur mariage, le couple donnait naissance à une petite Edda. Un miracle inespéré pour Göring et sa femme, qui ont alors tous deux 45 ans. Suprême honneur, Hitler est le parrain. Göring était chaleureux et plein d'amour. La petite Edda a grandi comme une princesse. Elle était aimée et chouchoutée, et tout allait pour le mieux. Ce bonheur familial sera de courte durée. Hitler veut envahir son ennemi de toujours, l'Union soviétique. C'est aussi la promesse d'immenses ressources pour alimenter l'industrie de guerre. Lorsqu'Hitler informe Göring pour la première fois dans une conversation confidentielle qu'il a décidé d'attaquer l'Union soviétique en 1941, Göring voit fondamentalement les problèmes. Alors Göring est catastrophé. Pour lui, alors, la conquête de la Russie, c'est une aberration totale. Est-ce que Göring aurait pu résister à Hitler? Ça voudrait dire qu'il aurait dû rompre son serment d'allégeance. C'est impensable pour un militaire. Il considérait qu'il était son conseiller, pas son adversaire. Il ne se voyait pas non plus comme un critique. Le 22 juin, Hitler lance contre l'Union soviétique 4 millions de combattants, 3300 chars, 5000 avions. La plus grande opération militaire de tous les temps commence. Göring va être extrêmement surpris de la facilité avec laquelle l'aviation allemande écrase l'aviation soviétique. La Luftwaffe fait un carton, comme les troupes qui entrent d'ailleurs sur le territoire soviétique. Débordée, l'armée rouge recule sur tous les fronts. En seulement quelques semaines, les Allemands occupent plus d'1 million de kilomètres carrés et parviennent aux portes de Leningrad et de Moscou. La victoire finale paraît à portée de main. Or, à l'hiver 41, eh bien, la Luftwaffe va découvrir quelque chose qui est un énorme problème, comme toute l'armée allemande, qui est la logistique, c'est-à-dire l'immensité du territoire soviétique. Il faut apporter les matières premières, il faut apporter l'essence, et on lui demande d'assurer un combat sur tous les fronts avec un matériel qui s'épuise. Pour Göring, 1942 va être l'année de tous les dangers. À l'ouest, un nouveau front s'est ouvert avec l'entrée en guerre des États-Unis. À l'est, la Luftwaffe s'épuise à soutenir les troupes allemandes qui ont repris leur progression vers les puits de pétrole du Caucase et vers Stalingrad pour sécuriser leur avancée jusqu'à l'impasse. 22 novembre 1942, Stalingrad est encerclé déjà, il y a 22 divisions qui sont prises dans la nasse, et il est encore théoriquement possible de faire une retraite à peu près organisée. Les généraux le veulent tous, Hitler ne veut pas. Toutes les routes vont bientôt être coupées. Seul un pont aérien pourrait permettre à la 6e armée du général Paulus de tenir en attendant les renforts. Que fait Hitler? Il va utiliser Göring. Il va le faire venir, il lui dit, est-ce qu'il est possible d'approvisionner nos divisions à Stalingrad? Jawohl, mein Führer, je me porte garant, Stalingrad sera approvisionné. Paulus avait dit minimum 600 tonnes, dont la moitié de carburant, pour se maintenir à Stalingrad. Ils auront 40 tonnes, 50 tonnes, 60 tonnes, suivant les jours. Il y a des jours sans rien. Dès le début du pont aérien, son état-major l'avertit que l'opération est impossible. Mais Göring a donné sa parole à Hitler et ne cède pas. Après avoir donné quelques vagues directives, il rentre à Karinhal où les parties de chasse, les préparatifs de Noël et surtout de son 50e anniversaire l'accaparent. Mais à 3000 km de là, le pont aérien de Stalingrad est un vrai désastre.
Du givre sur les ailes d'un avion, s'il n'a pas de dégivrage, les ailes s'alourdissent, ils s'écrasent. Quand on se pose sur des sols trop durs, gelés, les roues pouvaient casser. Donc, si vous voulez, le matériel a souffert terriblement du froid. Et parfois même, les conditions faisaient que les appareils ne pouvaient pas décoller. La Luftwaffe perd plus de 1000 avions. L'armée de Paulus est décimée. Elle finit par se rendre le 2 février 1943. Ce sont plus de 2 millions d'hommes qui ont péri dans cette bataille décisive. En Méditerranée, un nouveau front s'est ouvert après le débarquement allié en Afrique du Nord. L'issue de la guerre est en train de basculer, mais Göring ne semble pas du tout s'en préoccuper. Cela ne l'a pas empêché de célébrer en grande pompe son anniversaire, avec un théâtre, des jeux, une centaine d'invités et un buffet qu'il n'était déjà pas facile à l'époque de se procurer. Au moment même où l'armée disparaissait, crevait de faim, mourait, anéanti par l'ennemi, Göring faisait la fête, comme Néron à Rome. Son prestige est atteint, sa crédibilité est ruinée, à la fois dans la Luftwaffe et, pire encore, auprès d'Hitler, rendu furieux par la débâcle de Stalingrad. C'était un tournant aussi dans les relations entre Hitler et Göring, un tournant radical. À partir de ce moment, Hitler s'est de plus en plus appuyé sur Speer, qui était un organisateur de génie. Albert Speer est l'étoile montante dans le cercle rapproché du Führer. En février 1942, Hitler le nomme ministre de l'armement, un poste que Göring convoitait depuis des années. Au moment où Albert Speer devient ministre de l'armement du Reich, toute la sphère d'influence mise en place par Göring s'écroule. Même s'il se sent encore responsable de beaucoup de choses. Cela signifie qu'il exige de signer lui-même lorsqu'il s'agit de choses importantes. Göring est toujours celui qui est responsable de tout en public. Mais en dehors de cette signature, il n'est plus actif, ni au premier plan. Le moyen pour Göring de supporter cette mise à l'écart, la drogue. Dépendant à la morphine depuis 20 ans, malgré de nombreuses cures de désintoxication, sa consommation explose. Je crois que son addiction à la drogue a contribué à l'effondrement de son pouvoir. Il a compris à ce moment-là qu'il avait toujours moins de choses à dire, qu'il pouvait de moins en moins avoir d'influence sur Hitler. Et avec la guerre, il est devenu non seulement plus lent, mais aussi plus gros. Il était en surpoids monstrueusement. Et il se met à la diète, mais à d'autres moments, il se lève la nuit pour s'empiffrer de choucroute, de saucisses, etc. Göring ne disparaît pas complètement, mais il se retire de plus en plus et vit dans son propre monde. Allemagne, 1943. Jour et nuit, les bombardiers américains et britanniques mènent de gigantesques raids sur l'industrie, les sites militaires et les villes du Troisième Reich. Cette année-là, ils vont déverser sur l'Allemagne 200 000 tonnes de bombes. 5 fois plus que l'année précédente. Le but du bombardement stratégique, c'est de briser les forces vitales de l'adversaire pour le conduire à demander l'arrêt des combats en envoyant le moins possible d'hommes au sol. Les Alliés prouvent qu'ils peuvent entièrement rayer de la carte des villes allemandes. En phase 2, la Luftwaffe s'épuise sur tous les fronts
à l'est et en Méditerranée où les Alliés poursuivent leur offensive. Elle n'a même plus les moyens de défendre son espace aérien. À bien des égards, la population allemande a réagi au bombardement de la même façon que les Britanniques. C'est la vie. Oui, c'est comme ça. Il faut faire avec. En Allemagne, on a alors eu plutôt tendance à se moquer de Göring, plutôt que de lui faire de grands reproches. Mais pour Hitler, Göring est devenu le bouc émissaire idéal. Il représente à lui seul l'impuissance du Troisième Reich à se défendre contre les attaques alliées. Hitler peut toujours se présenter comme l'immense chef de guerre. Et quand ça ne fonctionne pas, et Dieu sait que ça ne fonctionne pas quand on bombarde les villes allemandes, il faut bien trouver des responsables. Pour le bombardement, le responsable, c'est Göring. Il l'insulte, hein, votre boutique de brocante, etc. Et lui, il pleure. Et puis après, il ne veut plus affronter Hitler. Donc il dit, à chaque fois que j'arrive devant Hitler, je fais dans ma culotte. Pris au piège de sa soumission à Hitler, Göring se retourne alors contre ses hommes. Il se fait engueuler par Hitler, il réunit tous ses subordonnés et il les engueule exactement comme il vient de se faire engueuler. C'est presque du cirque. Poussé à bout par Göring, qui l'accuse de l'échec de la Luftwaffe, son chef d'état-major, Hans Jeschonnek, finit par se suicider. Il laisse une note. « Je ne peux plus travailler avec le Reichsmarschall. Vive le Führer ». D'immenses problèmes s'accumulent au sein de la Luftwaffe. Même si, grâce à Albert Speer, les usines allemandes produisent en 1944 à peu près 3 fois plus d'avions, de chars et de canons qu'en 1940, cela ne suffit pas. Oui, il y aura des appareils. On va avoir des jeunes pilotes, mais il n'y a pas de carburant pour les faire voler. À l'été 1944, la Luftwaffe s'effondre, comme le Troisième Reich. Le 20 juillet, une bombe éclate au QG d'Hitler en Pologne orientale. Les soviétiques n'en sont plus qu'à une centaine de kilomètres. Les Alliés viennent de débarquer en France. Partout, les Allemands reculent. Et la paranoïa d'Hitler explose. Göring est toujours une cible idéale. Dans cette mesure, on lui reproche donc d'avoir échoué en matière d'armement, dans les questions militaires, etc. Tous les rivaux de Göring tentent alors de convaincre Hitler de se débarrasser de son Reichsmarschall. Mais Hitler a encore besoin de lui comme d'un rassembleur à l'égard de la population. C'est la raison pour laquelle il ne le fait pas chuter. Et Hitler refuse de s'en débarrasser parce qu'il se sent aussi lié à Göring que Göring à lui. C'est tout simplement impensable dans le national-socialisme et dans cette logique du régime. On reste enchaînés les uns aux autres jusqu'à la fin. Le 8 mai, l'Allemagne rend les armes. Hitler s'est suicidé. Göring se livre aux Américains. Il retrouve dans les tunnels, sous la résidence bavaroise d'Hitler, une partie des trésors que Göring a pillés depuis 10 ans. 7 mois plus tard, le procès de Nuremberg s'ouvre. La dernière bataille de Göring commence. Il n'a jamais été le premier sur scène. C'est un acteur, hein. Il aime les grands événements, il aime se montrer, il aime parader. Donc, c'est sa dernière grande représentation. Il est là pour l'histoire. Le procès de Nuremberg est unique en son genre. C'est le premier tribunal international, la première invocation du crime contre l'humanité et le premier procès filmé pour les actualités du monde entier. Sevré de son addiction à la codéine par le psychiatre Douglas Kelley, Göring a retrouvé toute sa combativité. Göring assume ce qu'il a fait sous le Troisième Reich. Surtout, il essaye de se faire passer pour celui qui a tout fait pour préserver la paix en 1939. You must plead guilty or not guilty. Bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig.
Et d'un autre côté, il essaye aussi d'éliminer les points qui l'embarrassent, c'est-à-dire l'extermination des Juifs. Petit à petit, on s'aperçoit qu'il était au courant, qu'il ne pouvait pas ignorer, et là, il réagit mal. Il fait semblant de rire, il veut encore faire l'acteur, mais ça passe plus. De son côté, le psychiatre Kelly, qui avait été chargé d'expertiser la santé mentale de Göring, tire ses conclusions. Kelly avait commencé son étude sur les chefs nazis en espérant trouver ce qu'il appelait un virus nazi. Il fut très déçu de constater qu'il n'y avait pas de virus nazi, qu'il n'y avait pas de maladie mentale commune à ces hommes. Au contraire, Kelly comprit que ce genre de personne qui veut le pouvoir au détriment d'autrui, qui n'en a rien à faire des autres, est tout à fait répandu dans l'espèce humaine. Le 1er octobre 1946, le tribunal, qui a reconnu Göring coupable la veille, prononce sa sentence. On ordonne alors aux caméras d'arrêter de filmer pour respecter l'intimité des accusés. Defendant Hermann Wilhelm Göring, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the International Military Tribunal sentences you to death by hanging. Il a décidé que pour l'histoire, il ne doit pas être pendu comme les autres. Ce sont les truands qu'on pend. Comme les 11 autres sont des truands, c'est normal qu'ils soient pendus. Mais moi, j'en suis pas un. Donc ce serait infamant pour ma réputation dans 100 ans que l'on me pende. Et donc il demande à être fusillé. C'est pas accordé, évidemment. Et il dit à son épouse, ils ne mourront pas vivants. Le 15 octobre, 3 heures avant son exécution, Göring réussit à se suicider grâce à une petite ampoule de cyanure. Aujourd'hui encore, on ne sait pas de façon certaine comment il a réussi à obtenir ce poison. Il a non seulement trompé le bourreau, mais aussi l'armée américaine et toutes les nations alliées, parce qu'il en a fini comme il l'avait décidé, pas d'une façon agréable, mais à sa façon. Le corps de Göring est incinéré le 16 octobre avec 10 autres dignitaires nazis. Leurs cendres mêlées sont dispersées dans une rivière pour ne laisser aucune trace. Lui qui voulait mourir en martyr du Troisième Reich disparaît dans l'indifférence générale. Lui qui était si populaire laisse en héritage le chaos. 2 millions de tonnes de bombes ont été larguées sur le Troisième Reich. L'Allemagne est anéantie. L'Europe est en ruine. Et près de 60 millions d'hommes et de femmes ont péri dans cette guerre. En Allemagne, comme dans le reste du monde, les peuples aspirent désormais à reprendre le cours de la vie.